Files épisode 3, je vais vous raconter comment Uber braque la République et comment la République se laisse braquer par Uber. En fait, on a auditionné deux grands avocats sur la question des travailleurs des plateformes, dont Maître Justi qui a accès à tous les documents du lanceur d'alerte, l'ancien lobbyiste d'Uber, Mark McGann. Écoutez, c'est vraiment édifiant. J'ai à mon dossier la preuve de ce que Uber organise l'illégalité de son activité. Il y a un logiciel qui permet, lorsque des inspections de la DGCCRF ou des descentes de police, de tout supprimer d'un coup. Par exemple, un email, objet du courriel, tue l'accès à Paris maintenant, lorsque la police arrivait. La DGCRF a fait une descente dans nos bureaux, l'accès a été coupé. On parle de raids également de police qu'il faut arrêter immédiatement. Apparemment, à l'époque d'Uber Pop, Uber savait que des contrôles de police allaient avoir lieu, je ne sais pas pour quelle raison. Apparemment, des contrôles de police des taxis sont prévus ce soir entre 17h et 23h. Ils créent des faux profils. Tout ça pour empêcher la police et les inspections de faire leur travail. J'ai également mon dossier une note de la responsable juridique d'Uber de l'époque qui sait qu'elle ne respecte pas la loi sur les données personnelles. Ils savent également qu'ils sont en infraction avec le droit du travail puisque nous avons des notes internes dans lesquelles Uber fait le travail à contrario du procureur et reconnaît que ce document montre des échanges relatifs au risque de la requalification de la relation qu'entretient Uber. Et en l'état actuel de la loi, la probabilité que les autorités de sécurité sociale classent les partenaires conducteurs comme des employés est élevée. Toutes ces choses révèlent que Uber se fonde sur un principe d'inégalité. Uber ne craint pas d'espionner ses concurrents. Vous verrez également qu'Uber mène une politique que je considère de concurrence déloyale puisqu'il lève 1,2 milliard de dollars pour baisser le prix des courses de 20% lorsque les taxis se mettent en grève. Une volonté également de contourner les impôts, etc., etc. J'ai donc convoqué la Direction Générale du Travail en audition à cette commission d'enquête parlementaire pour voir justement comment elle travaille avec l'inspection du travail qui est sous sa responsabilité pour contrôler ce travail dissimulé des plateformes. D'ailleurs, les travailleurs des plateformes, combien sont-ils? Aujourd'hui, on a un chiffre de 120 000 personnes qui consacrent leur activité à temps plein autour des relations avec les plateformes. Mais l'ubérisation, ça va bien au-delà des seuls livreurs et chauffeurs VTC. Écoutez ce qu'en dit Maître Mention. Concrètement, aujourd'hui, toutes ces actions ont mené effectivement à ce que l'on appelle maintenant l'ubérisation de la société, ont précarisé des milliers de travailleurs et continuent à le faire, et ça s'est étendu à tous les domaines. Et ce travail précaire, aujourd'hui, se retrouve par exemple dans une société comme ManoMano, qui est financée par BPI France, donc encore des fonds publics derrière. On a des sociétés comme StaffMe qui ont pignon sur rue et qui vont ubériser à tel point que nous avons des personnes qui viennent nous voir et qui ont été caissiers auto-entrepreneurs. Ils se vantent d'avoir des personnes qui font la plonge en tant qu'auto-entrepreneurs. Ils se vantent, ce qui me paraît juridiquement impossible à mettre en place, de vouloir mettre en avant des aides-soignants auto-entrepreneurs. Vous avez des sociétés comme Stuart, on l'a dit, le groupe La Poste, ont été condamnés pour prêt de main-d'œuvre illicite au pénal en première instance dernièrement, mais ils ont mis en place un système où ils ont recours à des coursiers qui livrent en scooter, motorisé ou en voiture, qui ne sont pas du tout déclarés, où les versements de la rémunération passent par diverses sociétés, et ces travailleurs passent de société en société régulièrement. Et par contre, quand nous on se plonge dans le dossier, on voit que le donneur d'ordre, il y en a qu'un, c'est Stuart. Et je vois pas d'entrave réelle. Pas d'entrave, mais faut quand même reconnaître et saluer le travail des inspectrices et inspecteurs du travail qui notamment ont réussi à faire condamner Deliveroo. Mais alors ça demande un travail mais titanesque. Donc là il y a eu plus de 2000 travailleurs qui ont été entendus, 2256 livreurs. Ça a demandé de mobiliser 10 inspecteurs du travail, dont une personne pendant 6 mois à temps plein, et de récupérer beaucoup de données avec quelques difficultés par rapport à un contrôle qui ne serait pas un contrôle de plateforme. Si c'est un travail colossal, les inspectrices et inspecteurs du travail ont donc besoin de plus d'effectifs. Mais est-ce qu'on leur a donné plus d'effectifs? Depuis 2017, on a une baisse effectivement des effectifs comme tous les services de l'État aujourd'hui. La du travail est-elle au moins soutenue par une impulsion nationale? La DGT donne des orientations en tant qu'autorité centrale aux agents du système d'inspection. Super ça, mais est-ce qu'il y a au niveau de la Direction Générale du Travail et du ministère du Travail une impulsion qui cible directement Uber? Le traitement spécifique du sujet Uber dans l'action que l'on mène à la Direction Générale du Travail. Ok, donc là il n'y a rien de spécifique sur Uber, mais en plus il y aurait des pressions. Et donc aujourd'hui, j'ai un inspecteur du travail qui me dit qu'il fait l'objet de pression. J'ai un inspecteur URSSAF qui me dit la même chose et qui me dit qu'il a calculé 2 milliards d'euros d'arriéré social concernant Uber et qu'il est empêché de continuer sa procédure. 2 milliards d'euros. J'ai un officier de police judiciaire qui en off me dit qu'il est empêché de continuer ses procédures. J'ai des inspecteurs du travail qui viennent me voir à mon cabinet officieusement et qui me disent qu'ils veulent inspecter mais qu'ils ne le peuvent pas. Et oui, des pressions. Et en plus, le ministre du Travail du SOPT a interféré une décision de justice pour empêcher l'inspection du travail d'effectuer un contrôle sur le travail illicite d'Uber. Mais franchement, mais quel manquement de l'État. Je comprends, mais c'est pas très juste. Enfin, j'allais dire c'est pas juste, mais en tout cas, l'inspection du travail, elle est allée sur, elle a fait du contrôle, elle a contrôlé pratiquement, elle a contrôlé toutes les plateformes de mobilité en fait, pour tout vous dire. Et donc, on n'estime pas qu'on a failli. Le pire, c'est qu'Uber théorise l'illégalité, c'est même sa stratégie. J'ai été témoin de l'esprit start-up qui se fonde sur 3 piliers. Le deuxième principe, c'est une expérimentation permanente. Il y a des contraintes qu'il faut lever, et notamment le droit et la loi. On érige l'illégalité, le non-respect de la loi, en principe de fonctionnement.
à tel point, et je mesure mes propos, pour réussir dans l'économie numérique, la plupart des gens que j'ai rencontrés pensent qu'il faut faire abstraction du droit, et du droit du travail notamment. Uber, en fait, c'est comme un gangster qui braque une énorme banque en plein jour, en toute impunité. Mais là, Uber, la plateforme américaine, elle bafoue les lois de la République, elle le théorise, et vous avez le ministre de Bercy, le ministre de l'économie, à l'époque, Emmanuel Macron, aujourd'hui président de la République, qui est en contact direct avec lui. Donc on a une multinationale qui impose l'état de fait à l'état de droit, un ministre finalement qui est en contact direct avec lui, qui l'aide là-dedans, et qui fait en sorte en fait que l'État ne respecte pas l'état de droit. Donc c'est extrêmement grave. Si vous avez aimé cette vidéo, vous la likez, vous la partagez, vous pouvez aussi liker les épisodes précédents, et à bientôt pour le prochain épisode. Files épisode 3, je vais vous raconter comment Uber braque la République.